Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous lire un passage des Piliers de la Terre, le roman écrit par Ken Follett. On va lire un passage, à savoir le chapitre 7. On y va. Le deuxième jour de son voyage, à midi, le prieur Philippe n'était plus qu'à quelques lieues du palais de l'évêque. À mesure qu'il approchait, il sentait l'angoisse monter en lui. L'histoire qu'il avait bâtie pour expliquer comment il avait entendu parler de la rébellion projetée, l'évêque la croirait-il, et s'il réclamait des preuves? Pire encore, Philippe n'avait envisagé cette possibilité, heureusement, assez improbable, qu'après avoir pris congé de Francis, si l'évêque faisait lui-même partie de la conspiration, s'il soutenait la rébellion, s'il était complice du comte de Shiring, on avait déjà vu des évêques faire passer leurs propres intérêts avant ceux de l'Église. Il n'hésiterait peut-être pas à torturer Philippe pour lui arracher sa source d'information. Philippe se rappela les instruments de torture représentés sur les peintures de l'enfer, qui inspiraient de la réalité vécue dans les cachots des barons et des évêques. Philippe ne se croyait pas la force de subir la mort d'un martyr. Quand il vit un groupe de voyageurs marchant sur la route devant lui, son premier réflexe fut de retenir son cheval pour éviter de les dépasser, car il était seul, et bien des détrousseurs de grands chemins n'auraient pas de scrupule à dépouiller un moine. Puis il reconnut deux silhouettes d'enfants et une femme. Un groupe familial ne présentait guère de risque. Il mit sa monture au trot pour le rattraper. Le groupe se composait d'un homme de haute taille, d'un jeune homme presque aussi grand que lui, d'une femme plutôt frêle et de deux enfants. Vêtus de haillons, ils étaient manifestement pauvres, car ils ne portaient pas de ballots contenant leurs possessions. L'homme paraissait robuste, quoique émacié, comme miné par la maladie, ou seulement affamé. Il lança un regard méfiant à Philippe et resserra les enfants autour de lui en murmurant quelques mots. Il ne devait pas dépasser de beaucoup la trentaine, malgré son visage marqué par les soucis. Holà, moine, cria la femme. Philippe s'étonna. Une femme, habituellement, ne parlait pas avant son mari, et si le terme de moine n'était pas franchement impoli, elle aurait dû dire plutôt mon frère ou mon père, expression plus respectueuse. La femme paraissait d'une dizaine d'années plus jeune que l'homme. Ses yeux profondément enfoncés dans l'orbite et d'une étrange couleur d'or pâle donnaient à son visage une personnalité peu ordinaire. Philippe eut le sentiment qu'elle était dangereuse. Bonjour à vous, mon père, dit l'homme, comme pour rattraper la brusquerie de sa femme. Dieu te bénisse, répondit Philippe, en ralentissant sa jument. Qui es-tu? Tom, un maître bâtisseur qui cherche du travail et qui n'en trouve pas, me semble-t-il. C'est la vérité. Philippe hocha la tête. Il connaissait l'histoire. Les artisans bâtisseurs se déplaçaient en quête de travail et parfois n'en trouvaient pas, soit par malchance, soit parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient bâtir. Ces malheureux profitaient souvent de l'hospitalité des monastères, auxquels, s'ils possédaient quelque argent après un emploi précédent, ils faisaient des dons généreux. Si leur chômage datait de plus longtemps, ils n'avaient rien à offrir. Réserver le même accueil chaleureux aux uns comme aux autres mettait parfois la charité monastique à l'épreuve. Ce bâtisseur-là appartenait assurément à l'espèce sans le sou, encore que sa femme eût plutôt l'air assez prospère. Eh bien, dit Philippe, j'ai quelques vivres dans ma sacoche de sel, c'est l'heure de dîner, et la charité est un devoir sacré. Alors, si ta famille et toi voulez partager mon repas, je serai récompensé au ciel, en même temps que j'aurai un peu de compagnie pendant mon repas. C'est bien aimable, dit Tom. Il se tourna vers la femme, qui haussa imperceptiblement les épaules, puis acquiesça de la tête. L'homme enchaîna aussitôt. Nous acceptons votre charité et nous vous remercions. C'est Dieu qu'il faut remercier, pas moi, dit Philippe machinalement. Merci aussi, ajouta la femme, au paysan dont la dîme a fourni cette nourriture. En voilà une, songea Philippe, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Cependant, il ne releva pas la remarque. Ils gagnèrent une petite clairière où le cheval de Philippe put paître la pauvre herbe de l'hiver. Le moine était secrètement ravi de cette excuse qui s'offrait à lui de retarder son arrivée au palais et de reculer l'heure de l'entretien qu'il redoutait avec l'évêque. Le bâtisseur annonça que lui aussi se rendait au palais épiscopal
dans l'espoir d'y trouver des réparations à faire ou des travaux d'agrandissement. Tout en bavardant, Philippe examinait discrètement la famille. La femme semblait beaucoup trop jeune pour être la mère de l'aîné des garçons. Celui-ci, d'ailleurs, faisait penser à un veau, fort maladroit, l'air stupide. Le plus jeune, petit et bizarre, avec des cheveux couleur carotte, la peau blanche et des yeux d'un vert vif, un peu exorbités, avait une façon de regarder fixement les choses d'un air absent, qui rappelait à Philippe le pauvre Johnny Huipence. Sauf que, contrairement à Johnny, ce garçon lançait le regard très mûr d'un adulte averti quand on attirait son attention. À sa façon, il intriguait autant que sa mère, pensa Philippe. Le troisième enfant était une fillette d'environ 6 ans. Elle pleurait par intermittence. Son père la surveillait constamment, avec une inquiétude affectueuse, et lui caressait de temps en temps les cheveux en silence. De toute évidence, il l'aimait beaucoup. Il aimait sûrement aussi sa femme, car Philippe surprit un éclair de désir entre eux quand par hasard leurs mains s'effleurèrent. La femme envoya les enfants chercher de grandes feuilles pour servir d'assiette. Philippe ouvrit ses sacoches de sel. Où est votre monastère, mon père demanda Tom. Dans la forêt, à une journée de voyage d'ici vers l'ouest. La femme leva brusquement la tête et Tom haussa les sourcils. Vous le connaissez interrogea Philippe. Bizarrement, Tom semblait embarrassé. Nous avons dû passer tout près en allant à Salisbury, dit-il. Peut-être, mais comme il était très éloigné de la grande route, vous n'avez pas dû le voir. Ah bon, fit Tom, l'esprit ailleurs. Une pensée surgit soudain dans l'esprit de Philippe. Dites-moi, vous n'auriez pas croisé une femme sur la route, sans doute très jeune, seule et en attendant un enfant? Non, dit Tom. Malgré son expression volontairement neutre, Philippe avait la certitude qu'il était vivement intéressé. Pourquoi demandez-vous cela? Philippe sourit. Voilà, de bonne heure, hier, un bébé a été trouvé dans la forêt et amené à mon monastère. C'est un garçon qui, à mon avis, n'a pas plus d'un jour ou deux. La mère devait donc se trouver dans le voisinage en même temps que vous. Nous n'avons vu personne, répéta Tom. Qu'avez-vous fait du bébé? On l'a nourri au lait de chèvre, qui d'ailleurs semble très bien lui réussir. Le couple observait Philippe intensément. Au bout d'un moment, Tom reprit la parole. Vous recherchez la mère? Oh non, je posais la question à tout hasard. Si je le rencontrais, bien sûr, je lui rendrais son bébé, mais il est clair qu'elle n'en veut pas, et qu'elle fera tout pour qu'on ne la retrouve pas. Que va devenir cet enfant? Nous l'élèverons au monastère, comme un enfant de Dieu. Mon frère et moi avons aussi été élevés. Nous avons perdu nos parents tout jeunes. L'abbé fut notre père, et les moines notre famille. Nous étions nourris au chaud et instruits. Et vous êtes tous deux devenus des moines, constata la femme, avec un rien d'ironie, comme pour souligner que la charité du monastère n'était pas dénuée d'intérêt égoïste. Philippe fut heureux de pouvoir la contradire. Non, mon frère a quitté l'ordre. Les enfants revinrent. Comme ils n'avaient pas trouvé de grandes feuilles, rares en hiver, ils mangèrent donc sans assiette. Philippe leur distribua à tous du pain et du fromage. Ils se jetèrent sur la nourriture comme des bêtes affamées. Nous fabriquons ce fromage à mon monastère, expliqua-t-il. La plupart des gens l'aiment quand il est frais, comme ceci, mais il devint encore meilleur si on le laisse mûrir. Ils avaient trop faim pour tant de subtilité. En un instant, pain et fromage disparurent. Philippe avait 3 poires. Il les tira de sa sacoche et les donna à Tom, qui en tendit une à chacun des enfants. Philippe se leva. Je vais prier pour que tu trouves du travail. Si vous y pensez, mon père, dit Tom, parlez-moi, parlez de moi à l'évêque. Vous connaissez notre besoin, et vous constaterez que nous sommes honnêtes. J'y manquerai pas. Tom lui tint le cheval, tandis que Philippe remontait en selle. Vous êtes un brave homme, mon père, dit-il. Et Philippe vit avec surprise que le maçon avait les larmes aux yeux. Dieu soit avec vous, dit-il. Tom ne lâcha pas la bride. Il hésita, puis demanda. Le bébé dont vous nous avez parlé, le nouveau-né. Il parlait tout bas, comme s'il ne voulait pas que les enfants l'entendent. Est-ce que vous lui avez donné un nom? Oui, nous l'appelons Jonathan, ce qui veut dire don de Dieu. Jonathan, ça me plaît. Tom lâcha le cheval.
Philippe le suivit des yeux avec curiosité, puis donna un coup de talon à sa monture et s'éloigna au trot. L'évêque de Kingsbridge ne vivait pas à Kingsbridge. Son palais se dressait au flanc d'une colline exposée au sud, dans une vallée verdoyante, à une pleine journée de voyage de la froide cathédrale de pierre et de ses tristes moines. Il préférait cet arrangement, car trop de pratiques religieuses risquaient de le gêner dans ses autres obligations. Percevoir les loyers, rendre la justice et manœuvrer à la cour royale. Cet arrangement convenait aussi aux moines, car plus loin demeurait l'évêque, moins il intervenait dans leurs affaires. Cet après-midi-là, c'est par un temps de neige que Philippe arriva à destination. Un vent âpre balayait la vallée et des nuages gris et bas s'amassaient au-dessus du manoir de l'évêque, bâti à flanc de coteaux et aussi bien défendu qu'un château. On avait déboisé sur une cinquantaine de toises à la ronde. Une solide palissade de bois à hauteur d'homme entourait le bâtiment, bordé à l'extérieur d'un fossé pour l'écoulement des eaux de pluie. Le garde à la poterne avait des façons peu martiales, mais son épée était impressionnante. Le palais était une belle maison, de pierre, en forme de E. Au rez-de-chaussée, une grange, dont les robustes murs étaient percés de plusieurs lourdes portes, mais non de fenêtres. Par une porte ouverte, Philippe aperçut, dans la pénombre, des barils et des sacs. Les autres portes étaient fermées et enchaînées. Que cachaient-elles? Peut-être, pensa Philippe, les prisonniers de l'évêque. La petite chambre du E était constituée par un escalier extérieur menant au quartier d'habitation, au-dessus de la grange. La pièce principale, qui occupait le jambage vertical du E, devait être la salle commune. Les deux pièces formant le haut et le bas du E contenaient sans doute une chapelle et une chambre, se dit Philippe. Les étroites fenêtres, fermées par des volets, ressemblaient à des yeux regardant le monde avec méfiance. L'enceinte abritait aussi une cuisine et une boulangerie de pierre, ainsi que des étables et une grange en bois. Tous les bâtiments paraissaient en bon état. Dommage pour Tom le bâtisseur, pensa Philippe. Dans l'écurie se trouvaient quelques bons chevaux, dont une paire de destriers, une poignée d'hommes d'armes s'agitaient vaguement pour tuer le temps. Peut-être l'évêque avait-il des visiteurs. Philippe confia sa monture à un garçon d'écurie et gravit les marches non sans une certaine appréhension. Tout cet endroit semblait désagréablement le militaire. Où étaient les files de plaignants venant exposer leurs griefs, les mères avec leurs bébés à faire bénir? Philippe pénétrait dans un monde peu familier, porteur d'un lourd et dangereux secret. Je ne suis peut-être pas prêt de sortir d'ici, songea-t-il avec crainte. Combien je regrette que Francis soit venu me voir. Il arriva en haut du perron. Voilà bien des pensées indignes, se dit-il. Alors que j'ai une chance de servir Dieu et l'Église, je réagis en me préoccupant de ma propre sécurité. Il y a des hommes qui affrontent le danger chaque jour au combat, en mer, lors de pèlerinages hasardeux ou de croisades. Même un moine se doit de supporter quelques peurs et quelques tremblements. Il prit une profonde inspiration et entra. La salle était sombre et enfumée. Philippe referma prestement la porte pour empêcher l'air froid d'entrer. Puis il scruta la pénombre. Un grand feu flamboyait au fond de la pièce, seule source de lumière avec les petites ouvertures des fenêtres. Autour de l'âtre, un groupe d'hommes, les uns en tenue ecclésiastique, les autres portant des costumes de petite noblesse, plongés dans une grave discussion, parlaient à voix basse et calme. Les regards et les propos s'adressaient à un prêtre assis au milieu du groupe comme une araignée au centre de sa toile. C'était un homme maigre, ses longues jambes qui se déployaient et ses longs bras qui glissaient sur les appuis de son fauteuil faisaient penser qu'il s'apprêtait à bondir. Il avait des cheveux d'un noir de jais, un visage pâle, au nez acéré, et ses vêtements noirs lui donnaient une allure à la fois élégante et menaçante. Ce n'était pas l'évêque. Un intendant se leva d'une chaise placée auprès de la porte et s'adressa à Philippe. Bonjour à vous, mon père. Que voulez-vous voir? À cet instant, un chien de chasse allongé devant le feu leva la tête en grognant. Alerté, l'homme en noir se retourna, aperçut Philippe et interrompit sur-le-champ la conversation d'un geste de la main. Qu'y a-t-il?
dit-il avec brusquerie. Je vous souhaite le bonjour, répondit poliment Philippe. Je suis venu voir l'évêque. Il n'est pas ici, déclara le prêtre d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Philippe sentit son cœur se serrer, lui qui avait tant redouté cette entrevue et les dangers qu'elle comportait. Maintenant il se sentait déçu. Qu'allait-il faire de son terrible secret? Il revint au prêtre. Quand attendez-vous son retour? Nous n'en savons rien. Quelles affaires voulez-vous traiter avec lui? La brusquerie de cet homme agaçait quelque peu Philippe. Les affaires de Dieu, répliqua-t-il sèchement. Qui êtes-vous? Le prêtre haussa les sourcils, comme surpris d'être interpellé, et tout le monde observa un silence gêné, annonciateur d'explosion, mais le prêtre en noir répondit calmement. Je suis son archidiacre, mon nom est Valéran Bigode. Le mien est Philippe, je suis le prieur du monastère de Saint-John de la Forêt. C'est une annexe du prieuré de Kingsbridge. J'ai entendu parler de vous, dit Valéran, vous êtes Philippe de Ginwed. Philippe, fort étonné, ne comprenait pas comment un archidiacre connaissait le nom d'un personnage aussi peu important que lui. Mais ce nom, si modeste qu'il fût, suffit à adoucir Valéran, dont l'expression irritée disparut. Approchez-vous du feu, dit-il, vous prendrez bien une tirée de vin chaud pour vous ranimer le sang. Il fit signe à quelqu'un, assis sur un banc contre le mur, et une silhouette dépenouillée surgit aussitôt. Philippe s'approcha du feu. Valéran prononça quelques mots à voix basse, après lesquels les autres membres de l'assistance commencèrent à sortir, raccompagnés par Valéran jusqu'à la porte. Pendant ce temps, Philippe s'assit et se chauffa les mains en se demandant de quoi ces gens discutaient et pourquoi l'archidiacre n'avait pas conclu la réunion sur une prière. Le serviteur en haillons lui tendit une écuelle. Philippe but une gorgée de vin brûlant et épicé. Que devait-il faire maintenant? En l'absence de l'évêque, à qui pouvait-il s'adresser? Il songea à aller trouver le comte Bartholoméo pour lui demander simplement de renoncer à sa rébellion. Aussitôt, l'idée lui parut ridicule. Le comte le précipiterait dans un cachot pour le restant de ses jours. Il pensait, le prévôt, qui en théorie représentait le roi dans le comté. Mais impossible de dire dans quel camp le prévôt se rangeait, alors qu'on ne savait pas encore qui allait être roi. Tout de même, se dit Philippe, il faudra bien que je prenne ce risque-là, à la fin. Il avait envie de retrouver la vie simple du monastère, où son ennemi le plus dangereux était Peter de Wareham. Les derniers hôtes de Valéran s'en allèrent, et la porte se referma sur le brouhaha des chevaux dans la cour. Valéran revint auprès du feu, et en approcha un grand fauteuil. Philippe, préoccupé par son problème, n'avait pas vraiment envie de soutenir une conversation avec l'archidiacre, mais il se crut obligé d'être poli. « J'espère que je n'ai pas interrompu votre réunion, dit-il. Valéran eut un geste désinvolte. Elle devait bien se terminer, dit-il. Ces choses-là durent toujours plus longtemps que nécessaire. Nous discutions le renouvellement des baux sur les terres diocésaines. Le genre de problème qui pourrait se régler en quelques instants, si seulement les gens acceptaient de prendre des décisions. Il leva une main osseuse comme pour chasser les baux diocésains et leurs bénéficiaires. Dites-moi, il paraît que vous faites du bon travail dans cette petite communauté de la forêt. Je suis surpris que vous en connaissiez l'existence, répondit Philippe. L'évêque est abbé de Kingsbridge ex officio, il est donc normal qu'il s'y intéresse. Ou alors il a un archidiacre bien informé, se dit Philippe in petto. Ma foi, reprit-il, à voix haute, Dieu nous a bénis. En effet. Il parlait en français normand, la langue que Valéran et ses hôtes employaient tout à l'heure, la langue du gouvernement, mais Philippe remarqua chez Valéran un accent un peu étrange, qu'il identifia comme une trace d'anglais. Autrement dit, l'archidiacre n'était pas un aristocrate normand, mais un natif du pays qui s'était élevé grâce à ses propres efforts, comme Philippe. Il eut bientôt confirmation de son hôpital, car Valéran passa à l'anglais pour dire « J'aimerais bien que Dieu étende la même bénédiction au prieuré de Kingsbridge. » Philippe n'était donc pas le seul à s'inquiéter de la situation à Kingsbridge. Du reste, Valéran en savait probablement plus sur ce qui s'y passait. Philippe demanda « Comment va le prieur James ?»« Il est malade, » répondit brièvement Valéran. « Dans ce cas, on ne pourrait pas compter sur lui dans l'affaire du comte Bartholoméo, pensa Philippe, accablé. Il allait devoir se rendre à Shiring pour tenter sa chance auprès du prévôt. L'idée lui vint
que Valéran était le genre d'homme à être au courant de tous les événements importants du comté. Comment est le prévôt de Shiring interrogea-t-il. Valéran haussa les épaules. Impie, arrogant, cupide et corrompu, comme tous les prévôts. Pourquoi me demandez-vous cela? Si je ne peux pas parler à l'évêque, je devrais sans doute voir le prévôt. Je suis dans la confidence de l'évêque, vous savez, fit Valéran, avec un petit sourire. Si je peux vous aider. Il eut un geste de la main ouverte, comme un homme qui se montre généreux, mais qui sait qu'on le repoussera, peut-être. Philippe s'était un peu détendu en apprenant que l'entrevue critique avec l'évêque était retardée, mais l'inquiétude maintenant le reprenait. Pouvait-il faire confiance à l'archidiacre Valéran? Sa nonchalance était étudiée, se dit-il. Sous sa méfiance et son indifférence apparente, il cachait la brûlante envie de savoir ce que Philippe avait à dire de si important. Toutefois, le moine n'avait aucune raison valable de ne pas lui faire confiance. Il semblait judicieux. Était-il assez puissant pour repousser la rébellion? En tout cas, il pouvait se mettre en rapport avec l'évêque. Philippe songea soudain qu'il tenait en fait un avantage majeur à se confier à Valéran. L'évêque, lui, insisterait pour connaître la véritable source des renseignements de Philippe. Mais l'archidiacre, qui n'avait pas l'autorité pour l'interroger, devrait se contenter du récit que lui ferait Philippe, qu'il eût cru ou non. Valéran eut de nouveau son petit sourire. Si vous ne me parlez pas, je vais croire que vous vous méfiez de moi. Philippe avait l'impression de comprendre Valéran. Il lui ressemblait un peu, jeune, instruit, de petite naissance et intelligent. Un peu trop mondain au goût de Philippe, peut-être, mais c'était excusable chez un prêtre obligé de passer tant de temps avec les seigneurs et les dames, et qui ne bénéficiait pas de la vie d'un moine. Valéran était au fond du cœur un homme pieux, pensa Philippe. Il agirait dans l'intérêt de l'Église. Pourtant, il hésitait encore, au bord de la confidence. Seul Francis et lui connaissaient le secret. Dès l'instant où il s'en ouvrirait à un tiers, la situation lui échapperait. Il prit une profonde inspiration. Voilà 3 jours, un homme blessé est arrivé à mon monastère, dans la forêt, commença-t-il, implorant en silence le pardon de son mensonge. Il était armé, montait un beau cheval rapide et avait fait une chute à une demi-lieue de là. Sans doute chevauchait-il à vive allure quand il est tombé, car il avait le bras cassé et les côtes enfoncées. Nous lui avons remis le bras en place, mais nous ne pouvions rien faire pour ses côtes. De plus, il crachait du sang, signe de lésion interne. Tout en parlant, Philippe guettait les expressions sur le visage de Valéran. On n'y disait rien de plus pour l'instant qu'un intérêt poli. Je lui ai conseillé de confesser ses péchés, car il était en danger de mort. C'est alors qu'il m'a révélé un secret. Il hésita, ne sachant pas jusqu'à quel point Valéran était informé des nouvelles de la politique. Vous savez, je pense que Stéphane de Blois a revendiqué le trône d'Angleterre avec la bénédiction de l'Église. Et il a été couronné à Westminster 3 jours avant Noël, précisa l'archidiacre, prouvant qu'il en savait plus que Philippe. Déjà s'étonna celui-ci, pris de court. Quel était son secret? Demanda Valéran, avec un rien d'impatience. Philippe se jeta à l'eau. Avant de mourir, le cavalier m'a dit que son maître Bartholoméo, comte de Shiring, conspirait avec Robert de Gloucester pour mener une rébellion contre Stephen. Il s'arrêta, retenant son souffle. Les joues pâles de Valéran devinrent, si possible, plus blêmes. Il se pencha dans son fauteuil. Croyez-vous qu'il disait vrai? Demanda-t-il d'un ton pressant. Un mourant d'ordinaire dit la vérité à son confesseur. Peut-être répétait-il une rumeur qui court dans la maison du comte. Philippe ne s'attendait pas au scepticisme de Valéran. Il improvisa en hâte. Oh non, dit-il. C'était un messager envoyé par le comte Bartholoméo pour rassembler les forces du comte dans le Hampshire. Les yeux intelligents de Valéran scrutaient le visage de Philippe. Avait-il un message écrit? Non. Un sceau ou quelques insignes de l'autorité du comte? Rien. Philippe commença à transpirer. J'ai supposé qu'il était bien connu de ceux qu'il allait voir comme représentant autorisé du comte. Comment s'appelait-il? Francis, dit stupidement Philippe, qui aurait voulu se mordre la langue. Simplement, il ne m'a pas dit le reste de son nom. Philippe avait le sentiment que son histoire s'effilochait sous les questions de Valéran.
Ses armes et son armure auraient pu l'identifier. Il n'avait pas d'armure, dit Philippe, à bout de ressources. Nous avons enterré ses armes avec lui. Les moines n'ont pas besoin d'épée. Nous pourrions les déterrer. Mais je peux vous affirmer qu'elles étaient simples et sans marque particulière. Je ne pense pas que vous trouveriez des indices. Il fallait absolument détourner Valéran de cette direction. Que croyez-vous qu'on puisse faire demanda-t-il. Valéran réfléchissait, soucieux. C'est difficile, en l'absence de preuves, de savoir quoi faire. Les conspirateurs nieront simplement l'accusation, et c'est l'accusateur qui risque de se voir condamné. Il n'ajouta pas « surtout » si l'histoire se révèle être fausse, mais Philippe devina qu'il le pensait. « En avez-vous parlé à quelqu'un d'autre » poursuivit Valéran. Philippe secoua la tête. « Où allez-vous en partant d'ici ?»« À Kingsbridge. Comme je devais inventer une raison de quitter la communauté, j'ai prétendu que je me rendais au prieuré, et maintenant je dois le faire pour donner substance à ce mensonge. Ne parlez de rien à personne, là-bas. Je m'en garderai. » Philippe ne comptait pas parler, en effet, mais il se demanda pourquoi Valéran insistait sur ce point. Peut-être par intérêt personnel. S'il choisissait de dénoncer le complot, il voulait être sûr d'en recevoir le crédit. Cet homme était ambitieux, un avantage pour Philippe. « Laissez-moi faire, Valéran avait repris. Ses façons brusques et ce contraste démontraient que son amabilité était quelque chose qu'il pouvait revêtir et ôter comme un manteau. « Vous allez vous rendre maintenant au prieuré de Kingsbridge, reprit Valéran, et ne plus penser au prévôt. Voulez-vous ? Oui. Allons. Tout s'arrangeait, du moins pour quelque temps. Philippe se sentit soulagé d'un poids. On n'allait pas le jeter au cachot, le mettre à la question, ni l'accuser de sédition. De plus, il s'était déchargé de la responsabilité sur quelqu'un d'autre, quelqu'un qui semblait enchanté de l'assumer. Il se leva et s'approcha d'une fenêtre. On était au milieu de l'après-midi, et il restait encore quelques heures de jour. Il avait envie de quitter les lieux en abandonnant le secret derrière lui. « Si je pars maintenant, je peux faire 3 ou 4 lieues avant la tombée de la nuit, dit-il. Valéran ne le pressa pas de rester. Cela vous conduira au village de Bassingbourn. Là, vous trouverez un lit. Si vous repartez de bon matin, vous serez à Kingsbridge à midi. Oui, Philippe se détourna de la fenêtre pour regarder Valéran. Plongé dans ses pensées, l'archidiacre fixait le feu d'un air soucieux. Philippe l'observa un moment. Valéran ne lui fit pas part de ses réflexions. Pourtant, Philippe aurait voulu savoir ce qui se passait dans cette tête bien faite. « Je vais partir tout de suite, » annonça-t-il. Valéran sortit de sa rêverie et de nouveau, Charmant sourit et se leva. « Très bien, » dit-il. Il accompagna Philippe jusqu'à la porte, puis le suivit sur le perron dans la cour. Un garçon d'écurie amena le cheval de Philippe et le ressangla. Valéran aurait pu lui dire adieu dès cet instant et retourner auprès de son feu, mais il ne le fit pas. Philippe supposa qu'il voulait s'assurer de la direction que prenait son hôte. La route de Kingsbridge, pas celle de Shirring. Philippe monta en selle, plus heureux qu'à son arrivée. Il allait prendre congé lorsqu'il vit Tom le bâtisseur franchir la poterne, suivi de sa famille. Le moine se retourna vers Valéran. « Cet homme est un bâtisseur que j'ai rencontré sur la route. Il m'a l'air d'un honnête garçon qui a eu des malheurs. Si vous avez besoin de réparation, vous n'aurez qu'à vous louer de ses services. » Valéran ne répondit pas, regardant la famille qui s'avançait dans l'enceinte. On aurait dit que son sang-froid l'avait quitté d'un seul coup. Bouche bée, il ouvrait de grands yeux fixes. « Qu'y a-t-il » demanda Philippe avec inquiétude. « Cette femme » articula Valéran, d'une voix qui n'était guère plus qu'un murmure. Philippe la regarda. « Elle est plutôt belle, constata-t-il, en s'apercevant pour la première fois. Mais on nous a enseigné la chasteté à nous autres prêtres. Détournez les yeux, archidiacre. » Valéran n'écoutait pas. « Je la croyais morte, » murmura-t-il. Il parut soudain se rappeler la présence de Philippe. Il détourna son regard de la femme et, retrouvant son calme, s'adressa au moine. « Présentez mes respects au prieur de Kingsbridge, » dit-il. Puis il donna une claque sur la croupe du cheval, qui bondit en avant et franchit au trot le poste de garde. Quand Philippe réussit à rattraper les rênes, il était trop loin pour dire adieu. Merci à tous, à bientôt.